Avant de nous lancer dans la création de cette histoire unique, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle intrigue, aucun mystère et aucune aventure personnalisée. On commence? La salle de bal du château d'Aubry, en pleine campagne française, bourdonnait d'activité telle une ruche sur le point d'exploser. Les fleuristes s'affairaient sur le sol de marbre, les serveurs ajustaient les verres en cristal sur des tables impeccablement dressées, et l'organisatrice de l'événement donnait des instructions avec l'urgence de quelqu'un qui tentait d'empêcher un château de s'effondrer en quelques minutes. Au centre de ce petit chaos orchestré se trouvait Élise Morel, la mariée, connue dans la région pour son élégance, son calme et sa discrétion. Mais ce matin-là, alors qu'elle essayait pour la dernière fois la robe de dentelle choisie pendant des mois, quelque chose en elle semblait différent. Ni nervosité, ni euphorie. Un silence pesant régnait. Le photographe officiel du mariage, Luc Martin, observait tout à distance comme toujours lors des événements qu'il couvrait. Il n'était pas qu'un professionnel, appareil photo en main, mais un observateur discret, attentif aux détails humains. Il savait déceler un sourire sincère ou forcé, les regards échangés par deux amoureux chargés d'espoir ou de doute. En photographiant Élise, il perçut ce qu'il appellerait plus tard un vide trop profond pour être naturel. Cependant, comme tout observateur averti, il garda cette impression pour lui et poursuivit son travail. Le marié, Adrien Colbert, médecin respecté et héritier d'une famille parisienne traditionnelle, se promenait parmi les invités avec l'assurance de celui qui maîtrise parfaitement la situation. Son maintien impeccable, son costume bleu marine sur mesure et son sourire savamment travaillé renforçaient l'image de l'homme idéal. Mais ceux qui le connaissaient savaient qu'il y avait plus sous cette apparence, un tempérament rigide, des exigences inflexibles et une possessivité qui passait facilement inaperçue aux yeux de ceux qui ne voyaient que son apparence irréprochable. Il ne semblait pas remarquer la distance d'Élise, ou peut-être l'avait-il remarqué, mais avait-il choisi de l'ignorer. Au château, la cérémonie approchait. Moins d'une heure s'écoulait avant qu'Élise ne remonte l'allée centrale. L'air était imprégné du parfum des roses blanches, et la tension, presque palpable, annonçait un événement grandiose. Les demoiselles d'honneur circulaient dans l'allée, ajustant les derniers détails, mais un malaise s'installa lorsqu'elles s'aperçurent que la mariée ne répondait pas à leurs appels insistants. D'abord, elles pensèrent qu'elle se retouchait dans la salle de bain, puis qu'elle discutait discrètement avec un membre de sa famille. Mais le temps passait. 10 minutes, 15, 20. L'organisatrice de mariage frappa à la porte de la chambre réservée à la mariée, mais personne ne répondit. Lorsqu'ils finirent par ouvrir, la chambre était impeccable. La robe était suspendue, les bijoux sur la table, le maquillage intact. Seule l'absence d'Élise paraissait inexplicable. Aucun mot, aucun signe de fuite précipitée, aucune trace de quelqu'un qui aurait quitté les lieux précipitamment. Elle s'était tout simplement volatilisée, comme si elle s'était évaporée. Le château sombra dans un chaos silencieux, de celui qui couve dans les couloirs, avant d'exploser parmi les invités. Adrien, apprenant la nouvelle, resta immobile un instant, une paralysie calculée, presque glaciale. Puis, il exigea des réponses que personne ne pouvait lui donner. On appela la police. On interdit l'accès à l'aile noble. Le photographe, Luc, observait la scène tout en repassant mentalement les photos qu'il avait prises plus tôt. Il ne l'avouerait jamais à ce moment-là, mais un mauvais pressentiment l'envahissait, comme s'il pressentait déjà qu'un drame s'était produit. Les enquêteurs ont posé des questions rapides et objectives. Ils ont fouillé la chambre, visionné les images de vidéosurveillance et interrogé toutes les personnes ayant été en contact avec la mariée ces dernières heures. Pourtant, ils n'ont rien trouvé. Aucun indice concret, aucun témoin pertinent. Juste le fantôme d'une femme qui, quelques heures auparavant, aurait été la vedette de l'un des mariages les plus médiatisés de la région. Alors que la presse locale commençait à spéculer et que la famille tentait de garder la situation sous contrôle,
L'affaire prit une tournure encore plus étrange. Aucun signe d'enlèvement, aucun antécédent de conflit grave, aucune raison apparente de fugue volontaire. Ses proches décrivaient Élise comme une jeune femme organisée, déterminée et responsable. Sa disparition était donc incompréhensible. Pourtant quelque chose se tramait dans l'ombre de l'histoire, quelque chose que seul le temps révélerait. 18 ans se sont écoulés. Les invités vieillirent, le château changea de propriétaire, le marié reconstruisit sa vie, ou du moins fit semblant. Et la disparition d'Élise Morel devint l'une de ces histoires que la ville murmurait, comme une blessure collective jamais cicatrisée. Les journaux évoquaient parfois l'affaire dans des reportages spéciaux, mais rien de nouveau n'apparaissait. C'était comme si Élise avait été engloutie par la terre. Puis, par une fin d'après-midi grise typique de Normandie, Luc Martin, le photographe de mariage, décida de rompre le silence qu'il avait gardé pendant près de 20 ans. Il convoqua une conférence de presse pour une interview inattendue, annonçant qu'il allait enfin révéler où elle avait été pendant tout ce temps. Le pays tout entier a été mis en alerte, et l'histoire, qui semblait enfouie sous des strates de temps, était sur le point d'être rouverte. La conférence organisée par Luc Martin se tenait dans un petit auditorium municipal de Rouen, simple et presque anonyme, un contraste saisissant avec l'importance des révélations promises. L'assistance était composée de journalistes chevronnés, de curieux surnommés chasseurs de mystères, et de quelques personnes ayant des liens directs ou indirects avec la famille Morel. Même 18 ans après, la disparition d'Élise restait trop vive dans les mémoires pour que quiconque puisse ignorer cette invitation. Luc entra en scène sans cérémonie, vêtu d'un vieux manteau marron et portant un dossier rigide. Ses cheveux gris, jadis noirs et soigneusement coiffés, retombaient désormais en désordre sur son front. Il paraissait plus fragile, mais son regard conservait cette acuité analytique, le regard de quelqu'un qui avait été témoin d'un événement qu'il ne pourrait jamais oublier. Ces dernières années, la France s'est montrée encore plus attentive aux affaires non résolues, notamment celles impliquant des disparitions mystérieuses. Les émissions d'investigation télévisées, les podcasts de True Crime et les groupes dédiés sur les réseaux sociaux ravivent ponctuellement l'intérêt pour des histoires comme celle d'Élise. Mais rien de tout cela n'avait préparé le public à l'éventualité que quelqu'un puisse, après tout, détenir des informations concrètes. Avant que Luc ne prenne la parole, certains journalistes repensèrent aux principaux protagonistes de l'affaire. La famille Morel, toujours installée à Lyon, avait préféré ne pas assister à la conférence, craignant les spéculations ou une exposition médiatique inutile. Adrien Colbert, désormais installé à Bordeaux et remarié, refusa de faire toute déclaration. Son nom, cependant, demeura inévitablement lié à l'affaire. La figure d'Élise, à son tour, était devenue presque mythique. Certains pensaient qu'elle avait été enlevée par un obsédé. D'autres, qu'elle avait fui pour échapper à une relation toxique. D'autres encore avançaient l'hypothèse d'une dépression nerveuse et d'une disparition volontaire. Aucune de ces théories ne venait étayer des preuves concrètes. Lorsque Luc prit enfin la parole, sa voix était ferme, mais chargée d'un poids qui rendait chaque mot plus dense. Avant de continuer à chercher des réponses au mauvais endroit, dit-il, nous devons retourner au château, à ce jour-là, à ce matin-là. Il ouvrit ensuite lentement le dossier, révélant des photographies inédites. Certaines montraient Élise arpentant les couloirs du château, d'autres capturaient des regards perdus, des détails en arrière-plan qui, à l'époque, n'avaient pas attiré l'attention. Mais à présent, sous un autre angle, il semblait murmurer des secrets. Lors de la présentation des photos, Luc s'est davantage attardé sur l'atmosphère du château que sur la mariée. Il a décrit les couloirs étroits, les pièces anciennes restaurées de façon inégale, les jardins qui entouraient le bâtiment et le sous-sol en grande partie inexploré. Cette insistance sur les éléments architecturaux a paru excessive à certains, mais d'autres ont compris que ces descriptions étaient intentionnelles. Après tout, le château était un personnage à part entière dans cette histoire. C'est alors qu'il a mentionné un détail inattendu,
Lors de la séance photo privée, le matin de la disparition, Élise avait insisté pour visiter une zone interdite du château, une ancienne aile encore fermée pour restauration. Sa justification, d'après Luc, était vague. Elle avait parlé de vouloir s'imprégner de l'atmosphère avant la cérémonie. C'était inhabituel, mais pas alarmant sur le moment. Mais après près de 20 ans sans réponse, cela a pris une toute autre signification. Tandis que l'assistance assimilait les informations, le photographe poursuivit. Il évoqua des détails du comportement de la mariée, non pas des réflexions, mais des actions concrètes. Sa démarche trop rapide, son évitement du regard de certaines personnes, la force disproportionnée avec laquelle elle serrait le bas de sa robe, des choses qui, prises individuellement, pouvaient s'expliquer par la nervosité. Mais, ensemble, elles formaient une image étrange et troublante. La France rurale, où se dressait le château, recelait elle aussi son lot de particularités historiques. De vieilles légendes évoquaient des tunnels souterrains utilisés pendant les guerres, des rumeurs de passages secrets, et même des récits de pièces scellées pendant des décennies pour des raisons inconnues. Une partie de l'architecture du château remontait au XVIIe siècle, et il n'était pas rare que de telles structures anciennes dissimulent des espaces oubliés. Luc affirmait avoir photographié, sans s'en rendre compte sur le moment, une porte partiellement dissimulée par d'épais rideaux. Une porte qui ne figurait pas sur les plans modernes du château et qui, d'après des investigations ultérieures, ne menait nulle part. Du moins, pas officiellement. Le développement des personnages secondaires s'est également précisé au fil du récit. L'organisatrice de l'événement, par exemple, a révélé plus tard qu'Élise avait demandé à être seule dans sa chambre quelques minutes avant de disparaître. Une des demoiselles d'honneur, Claire, a déclaré que la mariée avait reçu une lettre anonyme ce matin-là. La famille Morel elle-même a mentionné que, quelques jours avant la cérémonie, Élise semblait distraite, mais a attribué cela au stress émotionnel naturel lié à un mariage. Quant à Adrien, le marié, ses motivations étaient toujours perçues sous l'angle de la fierté familiale et du sens des responsabilités. C'était le genre d'homme qui croyait que tout, même les sentiments, pouvait être contrôlé et prévisible. Sa relation avec Élise n'a jamais été marquée par des accès de colère ou des disputes publiques, mais elle manquait aussi de spontanéité. Leur relation semblait davantage fondée sur des attentes que sur une véritable intimité. Luc, après avoir terminé sa présentation, n'a toujours pas révélé où Élise avait été. Il a seulement déclaré avoir découvert la vérité par hasard en consultant d'anciens dossiers pour une exposition photographique. Il a ajouté que sa découverte allait complètement changer sa vision de cette journée et celle de sa fiancée. Cette promesse, venant de quelqu'un d'aussi méticuleux que lui, a suffi à relancer l'affaire dans la presse nationale. Les pièces étaient sur l'échiquier. Mais les connexions manquaient encore. La révélation de Luc Martin va ébranler toute la France, mais elle va aussi provoquer une réaction inattendue. D'anciens enquêteurs, désormais retraités, ont commencé à relire leurs dossiers personnels, se remémorant des informations mises de côté ou ignorées à l'époque. Parmi ces éléments restés en suspens figuraient les témoignages d'employés du château, qui affirmaient avoir entendu des bruits provenant de l'aile ancienne le matin de la disparition. Des témoignages jamais jugés pertinents, faute de preuves concrètes qu'Élise s'y soit rendue. Les déclarations de Luc, cependant, ravivent chacun de ces détails. La police a officiellement rouvert l'enquête, cette fois avec une équipe renouvelée, dotée de technologies modernes et disposée à revisiter des lieux jusque-là négligés. Le château, désormais transformé en hôtel de luxe, a dû de nouveau autoriser l'accès aux enquêteurs, qui ont passé la nuit à cartographier les couloirs et à comparer la structure actuelle avec d'anciens plans retrouvés dans les archives publiques. Luc, bien que n'étant pas officiellement impliqué dans l'enquête, suivait tout de loin. Son rôle de témoin clé le plaçait dans une position délicate. Il en savait plus qu'il ne voulait révéler et, en même temps, semblait hésiter à tout livrer d'un coup. Sa prudence n'avait rien de théâtral. Elle puisait sa source dans quelque chose de plus profond, de plus personnel, quelque chose qu'il avait tenté de protéger pendant 18 ans.
Entre-temps, l'intérêt des médias a ravivé des souvenirs enfouis chez les personnes présentes au mariage. Claire, l'une des demoiselles d'honneur, celle qui évoquera la lettre anonyme, a finalement accepté de donner une interview. Elle a révélé que la lettre ne contenait qu'une seule phrase. « Vous savez ce que vous devez faire ». L'écriture, dit-elle, lui semblait familière, mais elle n'arrivait pas à identifier son auteur. À l'époque, ils avaient cru à une sorte de mot doux ou à une plaisanterie entre amis, mais à présent, elle prenait une toute autre signification. Ce détail compliqua davantage l'affaire, mais fit aussi surgir de nouveaux obstacles. La lettre ne fut jamais retrouvée. Élise l'avait gardée dans la poche de sa robe, et cette robe disparut avec elle. À mesure que l'enquête progressait, Adrien Colbert est redevenu une figure centrale, non par choix, mais parce que son comportement passé était de nouveau examiné de près. D'anciens collègues d'Élise ont commencé à évoquer le contrôle excessif qu'il exerçait sur les détails de sa vie, de son installation à Paris à son comportement lors d'événements mondains. Rien d'assez explicite pour constituer un abus, mais suffisant pour susciter des interrogations maintenant que l'affaire refait surface. Sous la pression de la presse, Adrien a d'abord tenté de prendre ses distances. Il s'est cloîtré chez lui, a refusé les interviews et a publié un bref communiqué disant qu'il espérait que la vérité, quelle qu'elle soit, finirait par éclater. Mais la froideur de ce communiqué a engendré encore plus de méfiance. Entre-temps, le château a révélé sa première surprise en près de 20 ans. Une porte partiellement dissimulée par des rideaux se trouvait dans le hall où Luc avait photographié Élise. Cette porte donnait sur un étroit couloir, absent des plans modernisés du château, mais visible uniquement sur les plans originaux de 1783, retrouvés par l'équipe de fouilles. Ce couloir menait à un ensemble de pièces souterraines, dont certaines étaient murées de vieilles briques et ne portaient aucune trace d'ouverture récente. Cependant, l'une d'elles, la plus grande, présentait des signes d'une intervention relativement récente. Poussière déplacée, empreintes de pas et restes de tissu collés à un clou rouillé. L'équipe a immédiatement soupçonné qu'Élise s'était rendue à cet endroit avant sa disparition. Mais que pouvait-elle bien chercher là-bas ? Parallèlement, un autre aspect du conflit a émergé. Un ancien employé du château, aujourd'hui âgé de plus de 70 ans, a déclaré avoir vu, durant la semaine de la cérémonie, Élise converser discrètement avec une inconnue dans les jardins. Cette femme portait un manteau noir et a quitté le château dans une voiture sans plaque d'immatriculation à l'avant. Un détail inhabituel, mais passé inaperçu sur le moment. Aucune trace de sa visite n'a été retrouvée. La description qu'il a donnée était vague, mais suffisante pour laisser supposer l'implication d'une personne extérieure avant la disparition. Ces informations ont commencé à se contredire, créant un véritable labyrinthe de possibilités. La police a envisagé 3 hypothèses principales. Élise a découvert quelque chose à propos du château et a tenté de s'échapper. Elle a été attirée ou contrainte par quelqu'un, peut-être la mystérieuse femme. Elle était sous surveillance depuis plus longtemps que quiconque ne le pensait. Luc, observant le déroulement de l'enquête, semblait de plus en plus mal à l'aise. Son attention ne se portait pas sur les détails architecturaux du château, mais plutôt sur les réactions de son entourage, et notamment celle d'Adrien qui, malgré son refus de s'adresser aux médias, envoyait des avocats pour tenter d'empêcher la diffusion de vieilles photos. Cela ne faisait qu'alimenter ses soupçons. Il y avait quelque chose à cacher. Le conflit s'intensifia également au sein de l'équipe d'enquête. Certains pensaient que l'explication était simple. Élise s'était enfuie de son plein gré, sous la pression de son mariage. D'autres insistaient sur le fait qu'il y avait anguille sous roche, un complot impliquant le château, son histoire et des personnes qui n'avaient jamais été soupçonnées par la police. Malgré les progrès, rien ne permettait de relier les pièces du puzzle. Il n'y avait toujours aucune trace concrète d'Élise au-delà de ce vieux couloir. Aucun témoin ne l'avait vu quitter le château. Et surtout, son corps restait introuvable. L'affaire restait irrésolue, prise en étau entre des révélations prometteuses et des impasses. Et tandis que les enquêteurs progressaient péniblement, Luc gardait le secret sur ce qu'il savait, attendant le bon moment pour révéler la pièce maîtresse qui allait tout changer.
Avec la réouverture de l'enquête, de multiples récits parallèles ont émergé, chacun orientant l'histoire dans une direction différente. La police s'efforçait de rester concentrée, mais la presse, d'anciens collègues, des membres de la famille et des internautes curieux ont avancé leurs propres théories, alimentant des intrigues secondaires qui, bien que secondaires, ont ajouté de la tension à l'enquête principale. La première de ces révélations concernait la famille Morel. Bien qu'ils aient toujours gardé une attitude discrète, ils subissaient désormais une pression énorme. La mère d'Élise, Madeleine, a donné une interview émouvante, expliquant que sa fille lui avait confié quelques jours avant le mariage qu'elle ne se sentait pas tout à fait en sécurité. Madeleine avait interprété cela comme une simple anxiété prénuptiale, mais la situation prenait maintenant une tournure bien plus inquiétante. La famille avait également des réserves concernant Adrien. Madeleine ne l'avait jamais dit ouvertement, mais elle admettait maintenant qu'il y avait quelque chose chez lui qui la mettait toujours mal à l'aise. Une sorte de douceur qui ressemblait davantage à une mise en scène qu'à de l'affection. L'intrigue familiale a intensifié la tension émotionnelle de l'enquête, notamment en faisant ressurgir des souvenirs enfouis. L'enfance d'Élise, ses ambitions renoncées à s'adapter à la vie aux côtés d'Adrien et un épisode survenu à l'adolescence, lorsqu'elle avait disparu de chez elle pendant quelques heures après une dispute avec son père. Ces détails ont brossé un portrait plus complexe et nuancé de la protagoniste, une femme qui a toujours subi des pressions sourdes, mais qui les laissait rarement transparaître. Une autre intrigue secondaire se dessina au sein même des enquêteurs. L'équipe de jeunes spécialistes apporta des méthodes modernes qui contrastaient avec le style plus intuitif et personnel des policiers plus âgés chargés de l'affaire. La tension entre ces deux groupes devint manifeste lors des réunions de débriefing, où certaines informations, auparavant écartées, refirent surface. L'un des enquêteurs retraités avait défendu pendant des années l'existence d'un témoin silencieux, un jardinier qui travaillait au château à l'époque et qui, le jour même de la disparition, avait soudainement démissionné. Cet homme ne fut jamais retrouvé. Pour les jeunes enquêteurs, cela semblait sans importance, mais pour les vétérans, c'était un détail qu'il ne fallait pas négliger. Cette divergence méthodologique a engendré des tensions internes. Le climat de désaccord n'a pas détourné l'attention de l'enquête principale, mais il a certainement ralenti et fragmenté les progrès. Entre-temps, l'équipe technique chargée de l'inspection du château fit une découverte inattendue. Dans le vieux couloir, celui dont Luc parlera, des traces de peinture bleu clair, presque imperceptibles, étaient visibles sur le mur près du clou, où des fragments de tissu avaient été trouvés. La teinte de cette peinture était très proche de celle de la robe qu'Élise portait le matin de sa disparition. Ce détail établissait pour la première fois un lien entre la présence de la mariée et ce couloir souterrain. Mais l'élément le plus important manquait encore. Pourquoi serait-elle allée là-bas? Cette question prit une nouvelle dimension avec l'intrigue secondaire concernant Claire, la demoiselle d'honneur qui avait reçu la mystérieuse lettre. Sous la pression de l'enquête, elle finit par avouer que, la semaine précédant le mariage, Élise lui avait confié recevoir des messages anonymes, non pas menaçants, mais énigmatiques, faisant toujours référence à quelque chose qu'elle devait régler avant de se marier. Claire, craignant d'exposer son amie à un scandale, ne révéla jamais cela à la police. Or, cela semblait être le lien entre Élise et la femme au manteau noir, aperçue dans les jardins. Un autre élément complexe est apparu lorsque l'équipe d'enquête a analysé d'anciens documents de restauration du château. Ils ont découvert que, 5 ans avant le mariage, une entreprise extérieure travaillait précisément sur l'aile ancienne, mais que le responsable du projet n'avait jamais remis les rapports finaux. L'entreprise avait fermé peu après, et l'ingénieur en chef avait mystérieusement disparu lors d'un voyage à l'étranger. Aucun élément ne permettait de relier cette disparition à celle d'Élise, mais la coïncidence était trop troublante pour être ignorée. Entre-temps, les médias ont commencé à faire de Luc une figure quasi mythologique. Pourtant, il refusait les interviews et restait reclus.
Certains pensaient qu'il cachait plus qu'il ne le savait, d'autres qu'il était traumatisé par quelque chose dont il avait été témoin le matin même. En réalité, son refus de révéler la vérité a immédiatement créé une tension émotionnelle palpable chez tous les protagonistes et a maintenu le suspense jusqu'au bout. Un dernier élément inattendu a émergé sur les réseaux sociaux. De jeunes internautes ont entamé une analyse collective des photos diffusées par Luc. Sur l'une d'elles, dans le coin inférieur gauche, un reflet dans la vitre révélait la silhouette d'une personne observant Élise. La silhouette était indéchiffrable, mais semblait se trouver à proximité de la porte cachée. Cette découverte a fait le tour du web et a contraint la police à envisager la possibilité qu'une personne ait suivi la mariée à l'intérieur du château avant sa disparition. Ces intrigues secondaires, bien que distinctes, convergent lentement vers un même point. Élise ne s'était pas simplement enfuie, ni n'avait été kidnappée. Elle avait été guidée, physiquement ou psychologiquement, vers la vieille aile du château. Et les tensions croissantes, tant dans l'enquête que dans la vie des personnes impliquées, laissaient présager que le dénouement approchait, même si personne ne savait à quel point la vérité serait dévastatrice. Le silence régnait dans la salle de conférence du commissariat lorsque Luc Desmodules y entra enfin. Pendant 18 ans, il avait évité les interviews, refusé les invitations à des documentaires et s'était tenu à l'écart de toute exposition publique. Même sa famille et ses amis avaient du mal à lui faire parler. Ce matin-là, pourtant, quelque chose avait changé en lui. Son visage était plus pâle que d'habitude et ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il s'assit. À côté de lui, une boîte en bois sombre, bien conservée, reposait sur la table. « C'est le moment », dit Luc à voix basse. Assez de silence. Le chef de l'équipe d'enquête lui a demandé de commencer par le début, mais Luc a secoué la tête. « Non, je vais commencer par la fin, par le moment où j'ai vu Élise pour la dernière fois. » Dans cette pièce, tout le monde se pencha en avant. La tension était presque palpable. Luc ouvrit la boîte en bois et en sortit une épaisse enveloppe jaunie par le temps. À l'intérieur se trouvait une série de négatifs photographiques et un petit carnet noir usé. Il déposa soigneusement les objets sur la table comme s'il s'agissait de reliques sacrées. « Je n'ai jamais donné ces photos au couple », a-t-il déclaré. « Je ne les ai jamais retouchées, ni développées, et je n'en ai jamais parlé à personne. J'aurais dû leur dire, mais j'avais peur. » Un murmure résonna dans la pièce. « Des photos de quoi exactement ?» a insisté un enquêteur. Luc prit une profonde inspiration. Dès l'instant où Élise entra dans le vieux couloir. Silence absolu. Il raconta que ce matin-là, tandis qu'il photographiait la mariée à différents endroits du château, Élise semblait distraite, se retournant sans cesse, comme si elle attendait quelqu'un. Ce n'était pas le trac habituel d'un mariage. C'était de l'attention, de la vigilance. À un moment donné, elle m'a demandé de continuer à la prendre en photo pendant qu'elle se promenait dans les jardins. Elle disait vouloir immortaliser l'air du matin, le mouvement de sa robe, mais j'ai compris qu'elle se servait de ça comme prétexte pour se déplacer sans se faire remarquer. Luc expliqua que lorsqu'Élise s'approcha de l'aile ancienne, il l'avait suivie, caméra allumée pour tout filmer, pensant qu'il s'agissait peut-être d'une surprise préparée ou d'un cadeau spécial qu'elle voulait montrer à son fiancé avant la cérémonie. Mais arrivée dans le couloir, elle s'est arrêtée. Elle s'est tournée vers moi et m'a demandé si je lui faisais confiance. J'ai répondu oui. Puis elle m'a demandé de continuer à prendre des photos, quoi qu'il arrive, de tout immortaliser. Les personnes présentes échangèrent des regards. Jusqu'à cet instant, personne n'avait de preuve directe qu'Élise se soit rendue dans le couloir de son plein gré. Luc a poursuivi. Elle ouvrit la porte dérobée sans hésiter, comme si elle savait déjà exactement où elle se trouvait. Elle ne semblait pas avoir peur. Elle paraissait résolue, déterminée. Puis, avant d'entrer, elle regarda quelque chose, ou quelqu'un, dans le couloir et sourit. Cela a glacé le sang de tous ceux qui étaient présents. « Qu'y avait-il à l'intérieur » demanda le patron. Luc ferma les yeux un instant, visiblement perturbé par de vieux souvenirs. « Je ne voyais pas bien.
Il y avait peu de lumière et mon objectif ne captait pas tout. Mais il y avait une personne, une silhouette. Tout le monde était en alerte, homme ou femme? Une femme, répondit-il sans hésiter. Grande, mince et portant un manteau sombre. La même silhouette que celle décrite par le témoin. La même femme qui a remis l'enveloppe à Claire. La même femme dont le reflet apparaîtra sur la vitre d'une des photos. Cette révélation a clairement montré qu'Élise n'avait pas seulement trouvé cette femme, mais qu'elle était allée vers elle de son plein gré. Alors, que s'est-il passé? A demandé un enquêteur. Luc baissa les yeux. Élise entra dans le couloir. Elle se retourna une dernière fois. Je levai l'appareil photo, mais elle fit un geste de la main, comme pour dire « Ne me suivez pas ». Puis la porte se referma, et je restai là, immobile, de longues minutes. Je pensais que c'était privé, que cela ne me regardait pas. Et quand je compris qu'elle ne reviendrait pas, je me mis à peindre. Je cherchais les organisateurs, mais personne ne m'écouta. Et quand je réalisai qu'elle était introuvable, je compris que j'aurais dû faire quelque chose. Mais c'était trop tard. Luc a ensuite présenté les négatifs des dernières photos prises le matin même. L'équipe a projeté les images sur un grand écran. Les premières photos montraient Élise, marchant d'un pas rapide, mais toujours avec élégance, comme si elle s'efforçait de conserver une apparence de sérénité. Sur l'une d'elles, son visage était intense, son regard fixé sur un point hors champ. La photo suivante montre la porte cachée légèrement ouverte. La troisième était la plus troublante, une silhouette féminine floue dans l'ombre, observant Élise. Ses contours étaient suffisamment nets pour exclure toute distorsion. Il ne s'agissait pas d'une erreur photographique, c'était une personne réelle. Et puis vint la dernière photo. À l'intérieur, Élise tenait la poignée de la porte, prête à entrer. Mais son visage ne trahissait aucune peur. Une sérénité presque troublante s'en dégageait, comme si elle était enfin arrivée à l'endroit qu'elle cherchait. Cette expression a tout changé. Ce n'était pas une fuite désespérée. Ce n'était pas une rencontre fortuite. Ce n'était pas une surprise romantique. C'était un choix. Luc a également ajouté quelque chose auquel personne ne s'attendait. Après ce jour, pendant des années, j'ai reçu, une fois par an, une carte postale sans adresse de retour. Toujours avec la même phrase. « Merci de ne pas avoir suivi ». La pièce devint glaciale. Et pourquoi révéler cela seulement maintenant? Ont-ils insisté. La réponse fut presque un murmure. Parce que cette année, la carte n'est pas arrivée. Les révélations de Luc ont frappé l'équipe d'enquête comme un coup de massue. Pour la première fois en 18 ans, il y avait des preuves concrètes. Des photos inédites, la présence confirmée d'une seconde femme. Et, plus troublante encore, la certitude qu'Élise était entrée dans ce couloir de son plein gré. L'équipe s'est divisée en 3 groupes, analyser les négatifs et reconstruire numériquement les images, réexaminer les anciennes archives du château, retracer l'origine des cartes postales que Luc a reçues au fil des ans. La révélation des images. Le laboratoire photo de la police a travaillé pendant des heures. Un équipement plus moderne, inexistant en 2007, leur a permis de récupérer des détails auparavant invisibles. La silhouette féminine dans le couloir se dessinait plus nettement. Elle était partiellement tournée vers la droite, comme pour faire signe à Élise d'entrer, et tenait quelque chose dans ses mains, peut-être un carnet, peut-être un dossier. Mais ce qui a vraiment retenu notre attention, c'est un autre détail, quelque chose que personne n'avait remarqué lors du premier examen. Dans le coin inférieur de l'image, reflété dans un fragment métallique de la vieille porte, se trouvait un second visage, beaucoup plus proche de l'objectif qu'il n'aurait dû l'être, le visage d'une femme. Les experts ont conclu qu'il ne s'agissait ni d'Élise, ni de Luc, mais de quelqu'un d'autre. Une troisième présence dans ce couloir étroit, non visible directement sur la photo, mais perceptible par le reflet. Le doute avait disparu. S'il y avait quelqu'un avec Élise, mais combien de personnes se trouvaient à l'intérieur? Archives du château. Un nombre poussiéreux. L'équipe chargée de l'enquête historique a retrouvé un dossier oublié concernant l'ancienne aile. Il a mentionné une famille qui y avait vécu au XIXe siècle. Les Launay. Ce groupe était connu pour ses idées philosophiques non conventionnelles.
axé sur les expériences psychologiques de l'isolement et l'écriture compulsive. Il a également été rapporté que l'ancienne aile avait été temporairement utilisée comme une sorte de retraite privée, accessible uniquement à quelques membres triés sur le volet. Le dernier document officiel mentionne une descendante, Margot Launay, disparue dans les années 1980. Description physique: grande, mince, très délicat. Coïncidence, ou quelle est l'identité probable de la femme sur la photo? Carte postale. Les cartes envoyées à Luc au fil des ans avaient toujours la même écriture, élégante, légèrement inclinée et féminine. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Toutes les cartes postales représentaient des petites villes françaises, rien de touristique, rien de célèbre. En comparant les timbres, l'équipe s'est rendu compte que, malgré les différentes villes indiquées sur les cartes, les codes de distribution coïncidaient avec le même ancien itinéraire ferroviaire en Occitanie, où plusieurs villages conservaient des structures centenaires, y compris des propriétés privées et des châteaux abandonnés. Mais le plus choquant se trouvait au dos d'une des cartes, ni dans une phrase, ni dans un symbole, mais selon un motif répétitif qui n'apparaissait auparavant que comme une simple tache sur l'impression, un détail caché a été révélé sous un grossissement numérique. Un fragment de la même tapisserie photographiée dans l'ancien couloir du château. C'était comme si Élise, ou la personne qui envoyait ces cartes, voulait prouver qu'elle était vivante, mais aussi qu'elle se trouvait au même endroit, ou dans des endroits liés à cette ancienne aile. L'heure du dîner original. Grâce à ces nouveaux indices, l'équipe retourna dans l'ancienne aile. Le couloir avait changé d'aspect. Il ressemblait moins à une relique et davantage à un espace vivant et fonctionnel. Des marques récentes étaient visibles au sol. De la poussière était éparpillée en cercles et une légère odeur de peinture flottait dans l'air, comme si quelqu'un y avait travaillé quelques jours auparavant. Au bout du couloir se trouvait une autre porte, bien plus ancienne que la première. Elle semblait scellée depuis des décennies, mais un enquêteur remarqua un détail troublant. La serrure récente ne correspondait pas au bois centenaire. Quelqu'un y avait touché. Le chef d'équipe a essayé de tourner la vieille clé. Rien. Ils ont alors utilisé des outils spécialisés. Lorsque la porte a finalement cédé, chacun a reculé de quelques centimètres. De l'autre côté se trouvait une petite pièce octogonale, éclairée par un vitrail bleu délavé. Les murs étaient couverts de notes manuscrites, de pages punaisées, de fragments de lettres, de poèmes inachevés, de croquis de visages de femmes. Des centaines de cahiers, tous de la même marque, étaient empilés les uns sur les autres, et au centre de la pièce, un objet qui a glacé le sang de toute l'équipe, une robe de mariée soigneusement pliée. La même robe qu'Élise porterait le jour de son mariage. Il était propre, bien conservé et gardé comme si quelqu'un en avait pris soin pendant des années. À côté, une simple enveloppe blanche, sans poussière, visiblement déposée là récemment. Manuscrit pour Claire. Elle comprend maintenant. Para Claire. Elle va comprendre maintenant. L'enquêtrice Claire, présente dans la pièce, se figea. On lui demanda si elle voulait ouvrir l'enveloppe sur le champ. Elle prit une profonde inspiration, sentant sa gorge se serrer. « Nous sommes ouverts », a-t-il déclaré fermement. À l'intérieur, il n'y avait qu'un morceau de papier plié. Une phrase, écrite de la même main que sur les cartes postales. Certaines vérités ne peuvent être vues que lorsque nous cessons de les chercher. Au fond, il y avait quelque chose d'encore plus déconcertant. C'est un donné, 2 jours avant. Autrement dit, quelqu'un était là récemment. La découverte de la pièce secrète a bouleversé l'enquête, non seulement en raison des preuves recueillies, mais aussi de son impact psychologique. Chacun, d'une manière ou d'une autre, sentait que cette histoire ne se limitait plus à la disparition d'une mariée, mais qu'elle touchait à quelque chose de plus vaste, de plus profond, impliquant des choix, des pressions, des secrets de famille et une vérité insoupçonnée. Mais personne n'était aussi touché que Claire, la chercheuse, dont le nom figurait sur l'enveloppe. Elle s'efforçait de garder son calme, mais son regard trahissait un conflit intérieur. Pourquoi quelqu'un qui avait été avec Élise, ou peut-être Élise elle-même, l'aurait-elle choisi comme destinataire?
Claire commence à faire le lien. Malgré son malaise, Claire se plongea dans l'analyse des carnets trouvés dans la pièce octogonale. Il y avait des textes littéraires, des pages entières consacrées à des réflexions sur la liberté et l'identité, et de nombreux passages qui parlaient de rompre avec les attentes imposées. Mais quelque chose a plus que toute autre chose attiré son attention. Certains carnets semblaient avoir été écrits par deux mains différentes. L'écriture variait subtilement, non seulement dans le style, mais aussi dans la pression exercée, le rythme, la façon dont certains mots étaient formés. Et entre les pages, elle trouva un mot qui lui glaça le sang. Elle comprend le poids du silence. C'est pourquoi elle saura déchiffrer ce que j'ai laissé derrière moi. Claire ressentit une oppression à la poitrine. Elle n'avait aucune idée de ce que cela signifiait, mais elle sentait qu'elle faisait partie de cette toile, d'une manière ou d'une autre. Le laboratoire confirme qu'il y a deux auteurs. L'équipe de graphologie a conclu que deux personnes avaient écrit dans les carnets. La première lettre correspond à l'écriture manuscrite des cartes postales. La deuxième lettre était plus arrondie, expressive et impulsive. L'écriture du second auteur correspondait à un document classé dans le dossier original de disparition d'Élise, une lettre qu'elle avait écrite à sa mère quelques semaines avant le mariage. C'est-à-dire, Élise était vivante lorsque certains de ses carnets ont été écrits. Mais qui était le second auteur? La femme sur la photo, un descendant de la famille Launay ou quelqu'un d'encore inconnu? Une théorie gagne en force. L'équipe a commencé à envisager une solution qui, jusque-là, semblait improbable. Et si Élise n'avait pas été kidnappée? Et si quelqu'un l'avait convaincue ou aidée à s'échapper? Une évasion planifiée, élaborée pendant des mois, voire des années. La robe pliée, propre, préservée, elle ne ressemblait pas à un souvenir d'un crime. Elle ressemblait plutôt au geste de quelqu'un qui conserve le symbole d'une vie qu'il n'a jamais voulu vivre. Et ce n'était pas tout. Parmi les documents, ils ont trouvé carte ferroviaire indiquant les itinéraires traversant l'Occitan, croquis de petites villes, les mêmes qui figuraient sur les cartes postales. Une vieille photographie de la famille Launay montrant une jeune femme qui ressemble étrangement à la silhouette figurant sur les photos de Luc. Tout pointait dans la même direction. Claire suit le sentier. Le plus dangereux, poussé par quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer, Claire décida de se rendre dans l'une des petites villes occitanes mentionnées dans les carnets. Saint-Aubin-des-Lys, un village si petit qu'il n'apparaissait même pas sur les cartes modernes. La route sinueuse, entourée de champs déserts, semblait la mener non seulement vers un lieu reculé, mais aussi vers un souvenir perdu. À son arrivée, il découvrit un village paisible, peu peuplé de personnes âgées. Les rues étroites semblaient figées dans le temps. Au centre se dressait une vieille librairie fermée, ses vitrines couvertes de poussière et son enseigne délabrée, librairie des horizons. Alors que Claire tentait de regarder à travers la vitre, elle vit quelque chose qui la fit trembler des mains. Coincée entre deux piles de vieux livres se trouvait une carte postale. Une carte postale identique à celle que Luc avait reçue au fil des ans. Et au bas de la vitrine, presque invisible sous la poussière, quelqu'un avait écrit un seul mot avec son doigt, « Encore ». Encore. Claire recula d'un pas, le cœur battant la chamade. Quelqu'un était là récemment. Peut-être que c'était encore le cas. L'affrontement final approche. Claire décida de ne pas attendre de renfort. Une intuition la guidait. Elle entra par l'arrière de la librairie, passant par une vieille porte latérale qui, à sa grande surprise, était déverrouillée. L'intérieur sentait le vieux papier. Le bois craquait sous les pas. Au fond, une porte entr'ouverte laissait filtrer une douce lumière. « Il y a quelqu'un » demanda Claire d'une voix ferme. Aucune réponse. Elle s'approcha. Chaque pas était accompagné du sentiment d'être observé. Lorsqu'il poussa la porte, il découvrit une petite pièce avec des étagères vides et une table au centre. Sur la table, un seul objet. Un carnet tout neuf, ouvert à la première page, avec une phrase écrite il y a quelques minutes à peine. « Tu es venu. Maintenant, tu peux le constater par toi-même. » L'encre était encore fraîche. Claire ressentit un profond frisson. Je ne me contentais plus de suivre une enquête. Quelqu'un l'attendait.
Et tout indiquait que, de l'autre côté de cette recherche, se trouvait la réponse que tout le pays cherchait depuis 18 ans, la vérité sur Élise. La librairie abandonnée de Saint-Aubin-d'Hélice semblait figée dans le temps, comme si elle attendait ce moment précis, ce visiteur particulier, cette rencontre qui se faisait attendre depuis 18 ans. Claire se tenait devant le carnet ouvert, partagé entre une dangereuse montée d'adrénaline et une lucidité implacable. L'encre fraîche la trahissait. La personne qui avait été là était peut-être encore dans les lieux, ou en observant, ou en attendant, les marques d'une vie cachée. En examinant de plus près la petite pièce, Claire remarqua des détails qui n'étaient pas si clairs au premier abord. Les verres sont encore humides, une couverture pliée drapée sur un fauteuil, reste d'un repas récent dans une petite boîte en métal. Et près de la vitre latérale, 2 empreintes de pas claires dans la poussière. La poussière révéla que la pièce n'était pas abandonnée. Elle servait de refuge temporaire. Des livres étaient également empilés autour de la table, tous portant des traces de lecture récentes. Dans plusieurs d'entre eux, Claire découvrit quelque chose d'encore plus troublant. Des notes manuscrites, écrites de la même main que les cartes postales. Les passages soulignés sont abordés. Reconstruction de l'identité, rompre avec les traditions familiales, isolement volontaire, et la liberté émotionnelle après avoir abandonné une vie précédemment façonnée. C'était comme si cette personne, qu'il s'agisse d'Élise ou de celle qui l'a aidée, justifiait son absence depuis des années. Mais pourquoi? Et plus important encore, à qui étaient destinés ces indices? En route vers un second refuge. En feuilletant le carnet qu'elle venait de remplir, Claire remarqua une 2e page. Là, une simple carte dessinée à la main montrait 3 rues du village et une flèche pointant vers une maison précise à l'extrémité nord. Ci-dessous, une courte phrase « Il faut voir la vérité là où elle a commencé ». 2. Si la pièce octogonale cachée dans le château représentait le point de départ physique, cette carte symbolisait peut-être le point de départ émotionnel, le lieu où Élise allait se reconstruire. Claire n'attendit pas. Elle glissa le carnet dans la poche intérieure de son manteau et sortit rapidement par la porte de derrière, s'engageant dans les rues étroites et tranquilles. Le vent froid rendait le village encore plus désert. Chaque fenêtre close semblait la regarder passer. Chaque ombre semblait cacher quelqu'un. Mais Claire resta ferme. La maison, au bout de la rue. La maison indiquée sur la carte était petite, avec une façade bleu clair et des fenêtres en bois. Des plantes en pot desséchées se trouvaient sur le porche, et les rideaux étaient tirés. Lorsque Claire toucha la poignée, elle comprit que la porte n'était pas verrouillée, mais seulement entr'ouverte. Elle prit une grande inspiration, sortit sa lampe de poche et entra. L'odeur était familière, papier, vieille poussière, encre. Il semblait que chaque lieu fréquenté par cette personne exhalait le même parfum, comme si elle était entourée de souvenirs écrits. La maison était simple, un salon, une cuisine et 2 chambres. Et tout était trop rangé, trop propre, comme si ses habitants étaient constamment en déplacement. Dans la première pièce, une table était recouverte de dizaines de photographies. Des photos d'Élise à différentes périodes de sa vie, certaines connues de la famille, d'autres totalement inédites. Sur toutes, elle semblait sereine, comme si elle avait trouvé un lieu où elle pouvait exister sans aucune attente. Mais ce qui a attiré l'attention de Claire, ce n'était pas Élise. C'était l'autre femme qui apparaissait sur plusieurs photos, grande, svelte, des traits délicats. Un visage très semblable à celui de la silhouette aperçue dans le couloir du château. Sur certaines photos, c'était la femme qui tenait l'appareil. Sur d'autres, elle apparaissait aux côtés d'Élise dans des moments d'intimité totale. Elles riaient, marchaient, écrivaient ensemble. Et derrière les photos, écrit à la main, Margot, le nom du descendant de la famille Launay, la même femme qui avait disparu dans les années 80, le même qui semblait figurer dans les cahiers. La même qui figurait sur les photos du château. Et peut-être aussi la femme qui a guidé Élise dans ce couloir il y a 18 ans. Une lettre qui n'a jamais été envoyée. Au fond de la pièce,
il y avait une autre table sur laquelle reposait une lettre ouverte, écrite d'une écriture tremblante. Claire la lut lentement. Si un jour quelqu'un arrive, quelqu'un qui veut vraiment comprendre, je laisse ici ce que je n'ai jamais pu dire à voix haute. Je n'ai pas fui par peur, j'ai fui par amour. Ce n'était pas le mariage qui me faisait peur, c'était comme disparaître dans une vie qui n'était pas la mienne. Margot m'a montré qu'il existe une autre voie. Ce n'est pas un chemin facile, mais un vrai chemin. Et finalement, une phrase aussi intime que dévastatrice, dit à Luc que j'ai vraiment essayé d'être la femme qu'il idéalisait, mais je n'y arrivais pas. Il aimait une idée de moi, pas celle que j'étais vraiment. Claire ressentit une profonde douleur. La lettre était signée « Élise ». L'étape finale. Il y avait une porte au fond de la maison. En s'approchant, Claire remarqua une lumière en dessous, faible, mais présente. La poignée était chaude, comme si quelqu'un l'avait touchée récemment. Elle l'a ouvert. La porte donnait sur un jardin intérieur abandonné, avec de hautes plantes et un banc de pierre au centre. Et là, sur le banc, gisait quelque chose d'étrangement récent. Un manteau de femme, encore chaud. Une tasse d'où s'échappe de la vapeur. Et une enveloppe blanche, avec le nom de Claire écrit à la main dessus. Elle l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur, il y avait une seule phrase. « Tu es trop près pour que je puisse rester caché. » Et ci-dessous, « Suivez-moi. Je suis prêt. » Il n'y avait pas de signature. Mais Claire savait exactement de qui il s'agissait. Qui que ce soit qui soit là, Élise, Margot ou les deux, voulait être retrouvée. Et ces recherches, qui durèrent 18 ans, étaient sur le point d'aboutir à une rencontre que personne n'aurait pu prédire. La maison silencieuse derrière Claire semblait rétrécir tandis qu'elle traversait le jardin intérieur. Le vent froid balayait les feuilles mortes et faisait flotter le manteau laissé sur le banc comme un signal, une invitation ou un avertissement. Elle examina de nouveau l'enveloppe. L'écriture était trop élégante pour appartenir à quelqu'un qui fuyait à la hâte. C'était un style d'écriture conscient et calme, presque serein. Dans le coin inférieur de la lettre se trouvait une seconde marque presque imperceptible, un petit cercle dessiné à la main. Claire l'avait déjà vu, imprimé dans l'un des cahiers de la salle octogonale du château. Ce n'était pas qu'un symbole, c'était un lieu. Le chemin secret. Sur le portail de la maison, Claire découvrit rapidement une vieille carte, ornée de cercles similaires. Ils indiquaient des points précis du village, le puits central, l'ancienne école abandonnée, et tout au nord, un petit ermitage de pierre, entouré d'arbres aussi vieux que les collines. Le message disait « Suivez-moi, je suis prêt ». Et chaque détail de l'enquête pointait vers cet endroit. Sans attendre de renfort, Claire poursuivit son chemin sur l'étroite route qui menait à l'ermitage. Le ciel commençait à s'assombrir, se couvrant de lourds nuages. À chaque pas, le sentiment d'être observé s'intensifiait, pas comme un prédateur observe sa proie, mais comment peut-on apercevoir un être cher qui s'approche? À Hermia, la chapelle était petite, faite de pierres irrégulières, presque dissimulée par les arbres. Au premier abord, elle semblait abandonnée, mais une bougie allumée reposait sur le rebord de la fenêtre, protégée du vent par une vieille vitre. Claire s'approcha lentement, sentant son cœur battre dans sa poitrine comme une horloge, marquant la fin d'un long compte à rebours. Il poussa la porte. L'intérieur était simple, des bancs en bois, un mur de pierre humide et une table sur laquelle reposaient deux objets. Un vieil appareil photo identique à celui que Luc a utilisé au mariage. Un cahier neuf, non ouvert, à couverture rouge. Et à côté de la table, une personne. Assise, face à la côte pour Claire. Les cheveux étaient foncés. Le corps mince, un comportement calme. Claire leva une main hésitante. « C'est toi ?» demanda-t-il d'une voix ferme, bien que sa poitrine tremblait. La femme se retourna lentement, et pendant un instant, Claire oublia comment respirer. Era Élise, pas comme sur les photos de la mariée radieuse, pas comme l'image fragmentée dans le couloir du château. Mais en tant que femme ayant vécu cachée pendant 18 ans, sachant ce que cela a coûté, ses yeux étaient à la fois sereins
et triste. « Je me doutais bien que ce serait toi, » dit Élise avec un léger sourire. « J'ai toujours su que lorsque toute la vérité éclaterait, tu serais la seule capable d'arriver jusqu'ici. » Claire déglutit difficilement, essayant de rester objective. « Pourquoi maintenant ?» Élise baissa les yeux, parce qu'il est retourné au château. Cette déclaration a eu l'effet d'un éclat de verre. « Luc ?» demanda Claire. Élise hocha la tête. Il était là, dans l'aile ancienne. Il a vu la pièce. Il a senti ma présence. Et quand quelqu'un qu'on a aimé, même à tort, commence à ressentir ce genre de vérité, tout change. La vérité que personne n'attendait. Claire fit un pas en avant. « As-tu fui à cause de Margot ?» Élise sourit mélancoliquement. « Non, je me suis enfuie pour moi-même, mais elle m'a montré que je n'avais pas besoin d'être la mariée parfaite que tout le monde attendait, ni la fille obéissante, ni la femme idéale que Luc photographiait comme si j'étais une œuvre d'art achevée. » Elle toucha le cahier rouge. « Margot m'a sorti de là. Elle m'a protégée. Elle m'a appris à écrire, à penser par moi-même, à disparaître comme il se doit. » Claire hésita. Margot est-elle vivante? Le silence qui suivit était si profond qu'il semblait vivant. Finalement, Élise a répondu « Oui, mais pas comme vous l'imaginez. » Elle se leva lentement et se dirigea vers la table. Elle prit l'appareil photo et le tendit à Claire. À bras, Claire ouvrit le compartiment de l'appareil photo. À l'intérieur, il y avait une bobine de film, photo dévoilée. Et lorsque Claire sortit la première photo, le monde sembla se replier sur elle-même. Era Élise, Margot. Mais les dates imprimées indiquaient qu'il ne s'agissait pas de photos datant d'il y a 18 ans. Ce sont des photos prises il y a quelques semaines, des photos d'eux ensemble, à différents endroits du village. Certains sourient, d'autres écrivent. L'une d'elles a clairement été prise dans la pièce octogonale. Claire leva les yeux, perplexe. « Est-elle là ?» demanda-t-il. Élise prit une profonde inspiration. Et puis vint la phrase qui allait tout changer. « Elle n'est jamais partie d'ici, mais elle n'est plus en vie. » Le sol semblait disparaître sous les pieds de Claire. « Comment ?» tenta-t-elle de demander. Élise passa ses mains dans ses cheveux, submergée par l'émotion. « Margot est morte en 2009. Une pneumonie, rien d'héroïque, rien de cinématographique, mais elle m'a tout laissé, les carnets, la maison, la librairie et les cartes postales. C'est moi qui continuais à les lui envoyer. Parce qu'il ne voulait pas que Luc abandonne les recherches. Il avait besoin de croire que j'étais toujours là, vivante, même si je ne revenais jamais. » Claire a ressenti le coup. « Avez-vous utilisé sa mémoire? Dans quel but ?» Élise esquissa un demi-sourire triste. « Pour rester en vie, pour me reconstruire, pour être celle que j'étais vraiment. Je suis devenue la personne qu'elle voyait en moi. Et cela, elle toucha sa poitrine, m'a sauvé la vie. » Claire prit une profonde inspiration. « Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi se révéler maintenant ?» Élise fit quelques pas s'approchant de la porte de l'ermitage. « Parce que je n'ai jamais voulu disparaître pour toujours. J'avais juste besoin de temps et d'une raison de revenir. » Elle regarda Claire avec une expression mêlant courage et vulnérabilité. « Et tu es arrivé jusque-là, tout seul. C'est pour ça que j'ai laissé des indices, c'est pour ça que j'ai laissé mon nom dans les carnets. Je voulais que ce soit toi qui découvres la vérité. » Claire essaya de comprendre. « Pourquoi moi ?» Élise sourit pour la première fois pleinement. « Parce que j'ai plus confiance en toi qu'en quiconque restait sur place. » Claire resta sans voix. Et Élise termina dans un murmure. « Et parce que j'ai besoin de votre aide pour rentrer. » Le cœur de Claire s'est arrêté un instant, non pas à cause de la demande, mais parce qu'à ce moment précis, l'expression d'Élise traduisait quelque chose qu'aucune enquête n'avait permis de prédire. Elle ne voulait pas retourner auprès de Luc, elle voulait y retourner. Pour Claire, l'air à l'intérieur de la chapelle devint plus lourd, non pas par peur, mais à cause du poids de ce qui allait se produire. Claire eut l'impression que le sol se rétrécissait, comme si le monde entier s'était réduit à ce minuscule espace. Elle, Élise, et une histoire qui n'aurait jamais dû être enterrée. « Vous aider à revenir ?»
répéta Claire, ne sachant comment dissimuler l'impact émotionnel. Élise prit une profonde inspiration, comme si elle aussi franchissait une ligne invisible. J'ai vécu 18 ans dans l'ombre de quelqu'un qui est mort. Maintenant, je veux vivre pour moi-même, mais je ne peux pas y retourner seul. Personne ne connaît la vérité. Personne ne me voit tel que je suis vraiment. Claire tenait le vieil appareil photo, encore ouvert, avec les photos récentes qui contredisaient toute la chronologie officielle. « Pourquoi moi ?» a-t-il insisté. Élise fit quelques pas, se rapprochant. Le silence des arbres dehors semblait écouter. « Parce que tu n'es pas impliqué, parce que tu n'as pas menti pour moi, parce que tu ne me dois rien. » Eh ben, elle hésita. Parce que, durant cette période où vous m'avez cherché, sans savoir qui j'étais, j'ai réalisé que vous teniez vraiment à moi. Claire sentit son cœur battre plus vite. La vérité m'importe, a-t-il tenté de corriger. Mais Élise sourit, avec une subtilité qui désamorçait toute défense. Ce n'est pas la vérité qui vous a amené ici. Le temps s'est arrêté. La dame aux deux vies claires a laissé l'appareil photo sur la table. Si tu retournes en arrière, tu devras affronter Luc. Et sa famille, et la presse, et les conséquences. Je sais, répondit Élise calmement. Ils voudront savoir où vous étiez, pourquoi vous avez disparu, qui vous a aidé. Je le sais aussi. Ils vont tout enquêter. Élise s'approcha jusqu'à n'être plus qu'à un pas de lui. Claire, dit-elle doucement, j'ai juste besoin de quelqu'un à mes côtés quand cela arrivera. Le monde de Claire était devenu trop petit. Il n'y avait pas assez de mots, elle voulait répondre. Une partie d'elle voulait s'échapper, d'autres voulaient rester. Mais la vérité, c'est que rien dans sa vie n'avait eu autant de sens que ce moment-là. On n'entendait pas dehors. Avant que Claire puisse parler, un bruit déchira l'air. Mesure, rapide, déterminée. Venant de derrière l'ermitage. Élise pâlit. Claire porta aussitôt la main à l'étui sous son manteau, mais ne dégaina pas son arme. Elle se raidit sur le qui-vive. Leurs pas se rapprochèrent. Quelqu'un rôdait autour de l'ermitage. Lentement, comme quelqu'un qui connaît bien l'endroit, comme quelqu'un qui serait venu là parce qu'il savait qu'il y trouverait quelque chose, ou quelqu'un. Claire regarda la porte. « Qui d'autre connaît cet endroit ?» demanda-t-il. Élise prit une profonde inspiration. Presque personne. Presque quoi? Elle hésita. Luc. Claire sentit son sang se glacer. Il m'a peut-être suivi, admit Élise. Il a toujours su que si je revenais, ce serait ici. Apporta ce à bras. Avant que Clary puisse réagir, la poignée de porte tourna. La porte a grincé, et puis quelqu'un est entré. L'air semblait se déchirer. C'était Luc, mais il n'était pas contrarié, pas agressif, même pas dans le désespoir. C'était calme, d'un calme effrayant. Quand son regard croisa celui d'Élise, il ne cria pas. Il n'a pas couru vers elle. Il n'a rien demandé. Il a simplement dit d'une voix faible « Je savais que tu étais vivant ». Élise recula d'un pas. Claire intervint instinctivement, se plaçant entre les deux. « Luc, arrête-toi. N'avance pas plus loin », ordonna-t-il fermement. Il n'avait pas l'air d'écouter. « J'avais le sentiment, poursuivit-il, que tu n'étais pas morte. Je n'étais jamais complètement seul dans le château. Tu étais toujours là, dans les couloirs, dans la tour, dans les carnets. »« Luc », essaya de dire Élise. Il leva la main pour demander le silence. « Peu importe pourquoi tu as disparu, peu importe le temps écoulé, je peux tout pardonner. On peut tout recommencer. »« Non, Luc », interrompit Claire. Luc finit par la regarder comme s'il remarquait sa présence pour la première fois. « Vous ne comprenez pas, dit-il. C'est ma femme, je n'y suis jamais allé, répondit Élise d'une voix douce mais ferme. La cérémonie n'a jamais eu lieu. Cette phrase a fait apparaître quelque chose sur le visage de Luc, quelque chose de profond, une situation qui s'était maintenue pendant 18 ans. Il tourna son regard vers Claire et le calme disparut. « Qui êtes-vous pour vous mêler de cela ?»« L'agent de police chargé d'assurer sa sécurité, » a rétorqué Claire en gardant son calme. « Et maintenant que nous savons qu'elle n'a pas disparu à la suite d'un crime, vous n'avez aucun droit sur elle. » Luc respirait bruyamment. « Tu crois tout savoir, mais tu te trompes. Elle m'a fui parce qu'elle n'était pas assez forte pour affronter notre avenir. Et toi,
Il fit un pas de plus, trop dangereux. Claire leva la main en signe d'avertissement. « Il semblerait… » Luc poursuivit. Puis Élise prit la parole. « Luc, je ne t'ai pas fui. » Il s'arrêta. Elle prit une profonde inspiration. « J'ai fui moi-même. Celle que j'étais avec toi. Je n'étais pas heureuse. Je n'étais pas libre. Je n'étais plus moi-même. » Luc resta immobile. Le silence qui suivit sembla interminable, jusqu'à ce qu'Élise ait fini « Et je ne reviendrai pas te chercher. » Ses yeux se plissèrent. « Alors, par qui ?» demanda-t-il. Elle regarda Claire, et à ce moment-là, Luc comprit tout. Son visage se crispa, les lèvres se crispèrent, et, dans un murmure plein de venin, il dit « C'était à cause d'elle. » Claire resta immobile, mais sentit le sol trembler. La limite ultime. Luc fit un pas de plus, et Claire dégaina enfin son arme, la pointant vers le bas dans une position défensive. N'allez pas plus loin. Sa voix résonna sur la pierre. Luc s'arrêta, respirant rapidement, comme quelqu'un qui réalise qu'il a tout perdu. Il regarda Élise une dernière fois. « Tu as détruit ma vie, » dit-il, non par colère, mais par douleur. « Et maintenant, tu vas détruire la sienne. » Claire releva le menton. Elle n'a rien détruit. Elle reconstruit sa vie. Et je suis là pour m'assurer que personne ne l'en empêche. Luc fixa Claire du regard pendant quelques secondes. Puis, il s'est retiré. C'est alors seulement qu'un événement inattendu s'est produit. Il se retourna, se dirigea vers la porte, s'arrêta sur le seuil et dit « Je ne vais pas la dénoncer, mais ne vous approchez plus de moi, ni de mes souvenirs. » Et il est parti. La porte claqua derrière lui avec un bruit qui semblait marquer la fin de 2 décennies. Un nouveau départ. La chapelle tomba dans le silence. Claire rangea le pistolet. L'air sembla revenir dans les poumons. Élise s'approcha lentement. « Je suis désolée, » dit-elle. Claire secoua la tête. « Vous n'avez rien fait de mal. » Élise sourit, soulagée, mais les larmes aux yeux. « Merci d'être restée. » Claire prit une profonde inspiration et répondit « Je n'étais pas le seul à être resté. Tu es resté pour toi aussi. C'est le plus important. » Élise fit un pas de plus. « Et maintenant ?» demanda-t-il. Claire esquissa un sourire. « Maintenant, tu reviens, mais à ta façon, et je serai à tes côtés. » Élise lui prit la main, pour la première fois, sans peur. Malgré la brise fraîche qui entrait par la fenêtre, l'intérieur de la chapelle était chaud. Et donc, après 18 ans, la vérité a enfin éclaté au grand jour. Non pas pour punir, ne pas blesser, mais libérer. Le petit village de Saint-Aubin-des-Lys continuait de se dérouler avec ses rues étroites, ses maisons de pierre et son silence accueillant. Mais, en cette fin de matinée d'été, quelque chose avait changé. Sur la terrasse de la maison restaurée, cette même maison au bout de la rue, où tout était autrefois secret, 2 tasses de café refroidissaient lentement, à côté de manuscrits éparpillés. Élise était en train d'écrire, ne pas se cacher, mais pour raconter l'histoire, non pas pour justifier sa fuite, mais pour expliquer sa vie. Le premier livre était presque terminé, le jour où je ne me suis pas marié. Pas sensationnaliste, pas mélodramatique, absolument vrai. Et la vérité, c'était tout ce qu'elle voulait être désormais. Claire apparut sur le balcon, portant une petite boîte en bois. « J'ai apporté un cadeau, » dit-il. Élise leva les yeux. « Tu m'as déjà offert tous les cadeaux possibles au cours de l'année écoulée. » Claire sourit. « Celui-ci est spécial. » Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, il y avait un appareil photo neuf, moderne, léger, professionnel, avec un petit morceau de ruban adhésif collé sur le côté. Dessus, écrit à la main, pour recommencer à témoigner de la vie et non pour la fuir. Les yeux d'Élise se remplirent de larmes. « Tu sais toujours quoi dire, » murmura-t-elle. « C'est mon métier, » plaisanta Claire, « et aussi mon défaut. » Élise rit en touchant la caméra comme si elle touchait quelque chose de vivant. « Merci pour tout. » Claire s'approcha en se penchant vers elle. « Merci d'avoir choisi de vivre et de me permettre d'en faire partie. » Le baiser qu'ils ont échangé était simple, naturel, empreint d'un calme qui ne se manifeste qu'après de très longues tempêtes.
Luc et le silence nécessaire. Luc n'est jamais réapparu. Quelques mois après les retrouvailles, elle s'installa à Lyon et vendit le château, discrètement, sans faire de vagues. Elle recommença sa vie dans le silence, loin du poids de ce fantôme qu'elle avait obstinément aimé pendant 18 ans. Il n'a jamais cherché Élise, il n'a jamais cherché Claire. Mais il a un jour envoyé une enveloppe anonyme ne contenant qu'une seule phrase. « Maintenant, je comprends que la liberté n'est pas l'abandon. Aucune signature. » Mais tous deux ont reconnu l'écriture. Et cela suffisait. Château de Launay. La salle octogonale, où tant de questions se sont posées, est devenue un petit musée local, pas à propos de la disparition. Mais revenons à l'histoire de la famille Launay. De vieilles photos de Margot ont enfin trouvé leur place sur les murs. Son journal intime restauré était exposé sous une vitrine. Le passage secret fut scellé et conservé uniquement à des fins d'études historiques, et personne d'autre n'a aperçu la silhouette sombre dans les couloirs. Peut-être parce que, après tout, elle n'a jamais été un fantôme, une femme trop oubliée pour qu'on se souvienne d'elle. La dernière carte postale. Un matin, Claire a trouvé une enveloppe dans la boîte aux lettres. Aucun expéditeur, pas d'étiquette. Quelqu'un l'aurait laissée là, à portée de main. C'était une carte postale de Paris, d'à Pont-Neuf, le même pont qui abritait tant de souvenirs perdus. Au verso, une seule phrase. « Maintenant, je peux traverser le pont sans disparaître. » Élise Claire a mis la carte dans son portefeuille, près de son badge. Et elle sourit. L'avenir, ce soir-là, alors qu'il révisait le manuscrit final du livre, Claire a demandé « Êtes-vous prêt à ce que le monde entier lise votre histoire ?» Élise réfléchit quelques secondes. Pour la première fois, oui. Et êtes-vous prêt pour la suite? Élise lui tenait la main. Dès l'instant où vous m'avez trouvé dans cet ermitage. Claire l'embrassa sur le front. D'accord, allons-y. Et ils partirent ensemble, sans fuir quoi que ce soit, sans échapper à personne, mais en marchant vers un avenir qui avait été reporté pendant 18 ans. Un avenir qui, enfin, leur appartenait à tous les deux. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager pour qu'elle atteigne un public plus large. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des nouveaux mystères, révélations et intrigues surprenantes comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle histoire.